part en voyage, oui, on va faire un voyage dans le temps aujourd'hui. Bonjour à tous, on va partir quelques années en arrière, mais on va aller en Toscane, on va peut-être aller du côté de Sienne. On s'arrêtera à hier aussi, et grâce à Julien Sandrel, pour la sortie de son dernier ouvrage Vers le soleil aux éditions Calman Levy. Il est avec nous aujourd'hui, c'est son 4e ouvrage. Le premier, La Chambre des Merveilles, a fait beaucoup parler d'elle ou de lui, le bouquin, notamment parce que récemment, on tournait justement les dernières scènes ici, dans notre secteur, dans le Var, des scènes avec un film avec Alexandre Ami, un film qui a donc été adapté au cinéma, plutôt une jolie chose. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour, ravi de t'avoir encore, puisque finalement depuis le début, on t'a à chaque sortie de bouquin, donc je suis très heureux d'eux. Notamment Vers le soleil, on va voir avec toi, c'est une aventure qui commence en 2018 avec, j'allais dire, avec un lien fort historique qui nous parle à tous aussi quand même. Oui, exactement. Le début de l'histoire, c'est l'effondrement du pont de Gênes qui a eu lieu le 14 août 2018. Bon, et on va voir ça avec toi, que c'est quand même aussi pareil, c'est un livre assez étonnant, fort, et puis le sentiment, j'allais dire, de paternité y est développé. On va voir qu'il y a aussi des jolis clins d'œil finalement, et des choses importantes dans ta petite histoire perso aussi, dans tout ça. Et pour m'accompagner, tout au long de la semaine, comme vous le savez, on a Marie-Lise Trécourt qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour, très belle boucle d'oreille, j'aime beaucoup. Ah merci. Voilà. Alors toi aujourd'hui, tu vas pouvoir justement partager pas mal de choses avec nous, puisque tu suis Julien Sandrel depuis le début, ses ouvrages, etc. Donc... Ça fait bizarre, je suis Julien Sandrel depuis le début. Oui, voilà. Mais non, mais c'est vrai, puisque je lis les livres de Julien en tout cas depuis le début. Oui, c'est de 2017, je crois, La Chambre des Merveilles, si ma mémoire est bonne. Donc ses débuts sont tout frais. Et puis aujourd'hui aussi, Christine Nadeau est avec nous, Psychique et Choc. Bonjour Christine. J'ai vu. Et donc aujourd'hui, tu nous as prévu une petite chronique. On parlait du pont de Gênes, donc automatiquement une catastrophe naturelle. Avec ton côté psy, tu vas nous développer une thématique autour. Une thématique autour du stress post-traumatique, effectivement, de ce qui se joue pour une victime dans ces moments-là, quoi. Avec plaisir, donc impatient d'eux. Et on va tout de suite retrouver Julien. Tu l'as lu, toi, je crois, le bouquin de Bien Julien? Bien sûr, je l'ai lu. Mais je ne lui ai pas dit encore à Julien si je l'avais aimé ou pas. Donc il y a une espèce de gros suspense quand même. Tu parles. Le suspense. Alors, tu l'as aimé ou pas? Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré comme tous les précédents livres de Julien. Et je crois, Julien, je vais te faire une confidence. Je crois que tu es l'auteur que je lis le plus vite. Je lis un peu le soir avant de m'endormir. Enfin, vraiment, je ne suis pas une grosse lectrice, mais surtout pas très rapide. Et le livre de Julien, je sais que quand je le commence, en 2-3 jours, et c'est extrêmement rare que je lise un livre aussi vite. Ce qu'elle vient de dire, Julien, je trouve que c'est plutôt pertinent parce que c'est un vrai page turner vers le soleil, avec cette idée que, quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose qui se suit, non pas comme une enquête, mais comme quelque chose qui a le temps comme une enquête et comme c'est pas un thriller, mais il y a quelque chose qui est de cette atmosphère-là, c'est-à-dire dans le suivi. Tu as réussi à faire ça dans cette écriture-là? Alors moi, c'est vrai que c'est ce que j'aime en tant que lecteur. Moi, en tant que lecteur, j'adore quand un auteur me prend par la main dès la première ligne et qui me garde, qui me tient en haleine jusqu'à la dernière page et que j'ai envie comme ça de savoir ce qui va se passer, que je m'attache au personnage. Donc, comme c'est ce que j'aime en tant que lecteur, c'est ce que j'essaye de faire en tant qu'auteur. Là, ce qui est surprenant, c'est que ce livre, tu as commencé à l'écrire en 2019, si ma mémoire est bonne. Donc, on est avant le confinement, on est avant tout ça. Et par contre, voilà, tu vas en Italie. C'est pas tout à fait pour rien que tu vas en Italie aussi. Et le pont de Gênes aussi, c'est pas tout à fait pour rien que cette histoire du pont de Gênes aussi est présente dans le livre. Alors en fait, à la base de ce livre, il y avait une envie qui était de parler de paternité. J'ai pas mal parlé de maternité dans mes livres précédents, notamment avec La Chambre des Merveilles. Là, j'avais envie de m'intéresser à la paternité, de m'intéresser à la manière dont les liens se créent entre un père et un enfant. Et en fait, j'avais aussi envie de raconter une histoire qui se passait en Italie. Ça faisait quelque temps que je tournais autour de ça parce que je suis d'origine italienne et je voulais ancrer l'un de mes romans dans un terroir italien. Et l'idée, le déclencheur de cette histoire, ça a été des vacances en Italie, en Toscane, à l'été 2019. Alors comme vous êtes du Sud, vous savez très bien qu'en partant en Italie par la route, vous êtes obligé pour aller vers la Toscane, par exemple, de passer par la ville de Gênes. Et quand on est passé en 2019 avec mes enfants et ma femme par la ville de Gênes, l'absence de ce pont envahissait tout l'espace parce que vous êtes obligé de faire un détour et les enfants n'arrêtaient pas de poser des questions. Ils voulaient voir les piliers du pont qui restaient et ils posaient des questions sur les victimes, sur la manière dont ça s'était passé. Et ils ont eu cette phrase qui m'a marqué, qui est pourtant une phrase toute simple. Ils ont dit « ça aurait pu être nous ».
Et c'est vrai que ça aurait pu être nous à un an près, puisque la plupart des victimes de l'effondrement du pont de Gênes étaient simplement des touristes qui allaient vers le soleil des vacances italiennes. Et en fait, tout ça a phosphoré dans ma tête. Et au retour de ces vacances et au sortir de l'été 2019, j'ai eu envie d'ancrer ce roman sur la paternité en Toscane, parce que j'ai adoré les lieux de la Toscane, et avec pour toile de fond l'effondrement du pont de Gênes. Justement, cet effondrement, c'est vrai que c'est l'élément marquant qui fait basculer l'histoire, mais derrière, c'est finalement une histoire, comme tu le dis, de paternité. Le pitch, qu'est-ce qu'on pourrait dire de manière sans trop dévoiler, Marie-Lise? C'est que, alors j'ai plus les prénoms en tête, mais la maman... La maman Tess. Tess, voilà, merci, pardon. J'ai toujours un problème avec les prénoms. Tess, donc, part avec sa petite fille et... Sienna. Sienna, merci. Et l'oncle de Sienna... Ah, j'ai oublié. Mince. Sacha, tu as raison. Sacha, pardon. Et donc, ils partent tous les trois en vacances en Italie, sauf que la maman va chez son amie Francesca quelques jours avant, et donc l'oncle et la petite fille partent de leur côté, ils doivent se rejoindre un peu plus tard, sauf que il se passe ce qu'on s'attend à ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la maman se retrouve sous le pont de Gênes au moment de l'effondrement, et donc elle est coincée. En tout cas, ce qu'elle vient de dire, elle pose un décor, mais finalement, le mot paternité que tu as employé, il est au cœur de tout ça. C'est-à-dire que ce Sacha en question ne connaît pas Sienna, et tout de suite, j'allais dire une idée que t'a donnée ton frère Alexandre a aidé à faire germer ce début d'histoire. Oui, alors en fait, Vers le soleil, c'est vraiment l'histoire d'une famille en apparence tout à fait normale, comme vient de le décrire Marie-Lise, mais en réalité, c'est une famille extrêmement particulière, puisque c'est une famille qui n'a pas véritablement de lien. En fait, au tout début, le premier chapitre de l'histoire, c'est une sorte de pacte un peu étrange qui est conclu entre Tess et Sacha. Tess demande à Sacha, qui est un acteur, de jouer dans la vie de sa fille le rôle d'une présence masculine. Et donc Sacha joue le rôle d'un oncle pour Sienna pendant 3 ans. Et la petite fille pense que c'est son vrai oncle. En réalité, il n'a aucun lien légal avec elle. Et c'est ça qui va créer effectivement toute la tension du roman, c'est que lorsque la maman, donc Tess, est portée disparue dans l'effondrement du pont de Gênes, Sacha se retrouve tout seul en Toscane avec cet enfant avec laquelle il n'a aucun lien légal, et il va devoir se poser à vitesse grand V la question de son attachement réel à cet enfant, puisqu'il prend conscience que si cette maman ne sortait pas vivante des décombres, eh bien il risque de perdre cet enfant, sauf si évidemment il prend une décision un petit peu folle et qu'il s'enfuit avec elle. Et donc tu parlais de mon frère et de l'idée qu'il m'a soufflé. En fait, mon frère Alexandre donc m'a envoyé il y a 2 ans le lien vers un reportage en me disant ça ferait pas une idée de roman, ça. Il ne croyait pas si bien dire. Alors c'était pas le roman dans la totalité, mais c'était la naissance du personnage de Sacha. En fait, ce reportage, c'était un reportage sur le phénomène au Japon des acteurs pour clients privés, qui est un phénomène réel. Et donc, dans ce reportage qui était totalement édifiant, on voyait une jeune femme qui ne voulait tellement pas que sa future belle-famille rencontre sa propre famille à elle, qu'elle avait fait appel à une vingtaine d'acteurs pour jouer le rôle de sa famille lors de son mariage, pour jouer donc sa mère, son père, son oncle, sa tante. Et en fait, je me suis dit, mais qu'a pu vivre cette jeune femme? Qu'est-ce qui peut la pousser à engager des acteurs pour jouer sa propre famille? Qu'est-ce qu'elle a à cacher? Et d'un autre côté, ces acteurs qui acceptent ce genre de mission, pareil, je me suis posé des questions sur leur psychologie. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut les pousser à accepter ce genre de choses? Puisque être acteur, par définition, c'est mentir d'une certaine façon, mais mentir de manière organisée devant une caméra ou sur une scène de théâtre. Là, c'est des acteurs qui acceptent quand même quelque chose de très étrange et très particulier. Ils acceptent de mentir sciemment à des personnes qui n'ont aucune idée du fait qu'ils soient acteurs. Oui, et finalement, bah écoute, le plus simple finalement pour cette histoire, il y a une jolie bande-annonce, on va la regarder tout de suite. Coucou. Salut Tess. Maman, on est en route pour la Toscane, tonton et moi. Tu nous rejoins quand? Je pars de Gênes juste après l'orage, promis. Depuis 3 ans, je joue le rôle d'oncle pour Sienna, un rôle que m'a confié sa mère. Mais j'avais pas prévu de m'attacher autant à Tess et à cet enfant. Le pont de Gênes vient de s'effondrer, des dizaines de personnes sont portées disparues. Le gouvernement a promis de reloger tous les sinistrés. Les amas de béton et de ferraille, il y a encore dizaines. Tonton, tu viens de baigner? Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai aucun lien légal avec cet enfant.
Si sa mère meurt, je la perds sur le champ. Sauf si je m'enfuis avec elle. Ben voilà, c'est vrai qu'on voit le côté captivant, et puis c'est vrai que quand on suit le livre, il y a des bons sentiments, mais il y a des questionnements, il y a des peurs, il y a des angoisses, et puis c'est-à-dire ce lien justement, les questionnements qu'on se pose, c'est-à-dire que tu le disais, c'est-à-dire que ce personnage qui joue au départ un rôle, finalement il y a un attachement naturel qui se crée, et puis automatiquement il y a des tas d'interrogations, et notamment peut-être que ça bouscule l'individu et ça nous amène, nous aussi, lecteurs, à nous poser des questions dans certaines situations où on n'ose pas, où on ne sait pas trop, où on freine certaines choses dans nos vies. Aussi, ça bouscule aussi l'individu dans ses réflexions. C'est l'objectif. Moi, je trouve que c'est le rôle d'un roman de nous faire nous poser des questions. Soit, à mon avis, la fonction de la littérature, c'est soit d'apprendre des choses, soit de se poser des questions sur le monde ou sur nous-mêmes. Et là, en l'occurrence, j'avais vraiment envie de mettre le doigt sur le phénomène des familles recomposées d'une certaine façon et du sorte de vide juridique qu'il existe encore aujourd'hui en France et dans la plupart des pays, sur le lien entre les parents qui n'ont pas de lien légal, de lien du sang avec certains enfants, alors qu'ils les élèvent, et ces enfants justement. C'est-à-dire que par exemple quand il y a une famille recomposée, si jamais le parent légal, le parent qui a le lien du sang décède, souvent c'est un parcours du combattant pour l'autre parent qui pourtant élève l'enfant pour arriver à reconnaître qu'il peut avoir la garde de cet enfant. Donc là c'est une famille qui est très particulière, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce genre de questions que j'avais envie de poser. En tout cas, il y a un truc intéressant, c'est dans ton livre, à un moment donné, je me dis, mais tiens, mais là, non, mais c'est un peu gros, cet élément-là. Et en fin de compte, au bout d'un moment, je dis, mais non, c'est tellement réaliste. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui arrivent après coup, c'est-à-dire qu'on croit que, mais non, c'est pas... Et tu nous apportes des solutions petit à petit, parce qu'en fin de compte, c'est ça aussi. Ce qui est joli, c'est que justement, on a plusieurs personnages qui parlent, là, dans ce livre. C'est-à-dire, un coup, on aura Sacha, un coup, on aura Sienna, la fille, un coup, c'est la mère Tess qui parle. Et on fait des promenades dans le temps aussi. C'est-à-dire qu'on va aussi dans le passé de Tess, on a des éléments forts aussi. On va dire c'est un livre qui a aussi une thématique forte dans des thématiques de la société actuellement, sans donner vraiment d'indices, parce que ce qui est beau, c'est de découvrir les choses. Mais je trouve que tu es au cœur aussi d'une actualité forte dont on entend beaucoup parler aussi. Oui, bah moi, en fait, finalement, mes sources d'inspiration sont multiples et quand je construis un roman, ça part souvent d'une envie. Donc là, en l'occurrence, je le disais tout à l'heure, c'était l'envie de raconter une histoire autour de la paternité. Et puis ensuite, j'y mêle plein de thèmes de société que j'ai envie d'aborder. Donc là, en l'occurrence, effectivement, il y a ce thème des familles recomposées, de l'amour et des liens du cœur, pardon, qui peuvent être encore plus forts et plus puissants parfois que les liens du sang. Et puis, il y a une thématique forte qui est la thématique des violences faites aux femmes que j'avais envie d'aborder sous un angle positif et sous un angle de solidarité et d'entraide. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment de m'ancrer véritablement dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que justement, quand tu veux dire les violences faites aux femmes, on y voit justement une forme de solidarité qui est derrière. On voit différents parcours, différentes histoires, et finalement aussi le trauma que ça peut avoir et les peurs, les craintes qui restent avec le temps. Tu as réussi à très bien dessiner ça. Puisque je suis en train de parler de trauma, je me dis tiens, c'est le bon moment peut-être pour faire un lien avec... J'ai senti venir. Tu l'as senti venir. Christine Nadeau, donc toi, tu es psychologue notamment. Psychothérapeute, pardon. Psychothérapeute, et tu t'es dit, bah, tiens, c'est peut-être le moment, avec cet événement justement du pont de Gênes, justement, qui s'effondre, c'est peut-être le moment de parler, parce que tu as aussi une spécialité auprès des pompiers aussi, où tu t'occupes aussi du post-trauma. Oui, j'ai une formation en psychotrauma et j'interviens chez les pompiers ou à la protection civile sur le post-trauma. Qu'est-ce que ça veut dire être finalement victime et impactée dans ce genre de situation ? Alors la victime, c'est celle qui est totalement... partie prenante dans l'événement et qui, là par exemple, cette personne qui est sous les décombres est la victime de la situation, et les impactés vont être tous ceux qui vont être touchés. La petite fille par exemple va être une impactée de cette situation parce qu'à ce moment-là, ce qu'elle vit, c'est la vie de sa mère dans une situation... Finalement, c'est toutes les personnes qui vont stresser, angoisser pour les personnes qui sont en train de vivre l'événement. Il y a celle qui va être totalement impactée, mais physiquement et vivant complètement l'état de victime dans la situation, avec tout
tout ce qui va se mettre en place dans le cadre psychique. Et il y a ceux qui sont à l'extérieur de la situation et qui vont, eux, à leur façon, construire l'événement avec leur vision, avec leur recul, avec leur... On imagine bien, j'allais dire, que de découvrir l'information comme ça devant son écran, découvrir qu'on a peut-être un proche qui est là, qui est présent, et les doutes, les angoisses, savoir qu'on attend la liste des personnes qui sont disparues, pas disparues, mortes, pas mortes, etc. Ce genre de choc, on arrive tous à le comprendre. Mais derrière ça, cet événement-là, il y a quand même, je veux dire, pour les personnes qui s'en sortent, que ce soit les victimes directes ou les personnes indirectes, il y a quand même un choc qui va rester pour chacun d'entre eux. Alors, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique, le syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que c'est un événement qui, à un moment donné, a impacté sa propre vie avec un lien très proche à la mort, ou imaginaire ou réel, et où une construction autour de ce que j'ai vécu de façon très physique, mais de ce que je peux imaginer que j'aurais pu vivre dans cet événement-là, quoi. Et ce qui est le plus compliqué à gérer dans le stress post-traumatique, c'est tout le « et si ». Et si j'avais été, et si j'étais pas passée sur ce pont-là à ce moment-là, et si j'avais pas donné de l'argent à mon enfant pour qu'il aille au Bataclan et qu'il soit sur ce temps de concert, et si mon enfant n'était pas allé au 14 juillet voir le feu d'artifice, si ce soir-là je l'avais justement interdit comme j'aurais voulu l'interdire parce qu'il a fait n'importe quoi. Et c'est tout ce qui va se jouer dans le et si j'avais pu agir d'autrement qui va construire tout le stress post-traumatique que les gens vont commencer à vivre et à générer en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu es en train de dire que de manière naturelle, on a tendance à vouloir essayer de refaire l'histoire et finalement de pointer à quel moment on aurait pu changer nous-mêmes l'histoire. Et finalement, automatiquement, ça doit réveiller un sentiment de culpabilité aussi. C'est ça. C'est-à-dire que le travail d'un psy dans ces moments-là, ça va être pour la victime de prendre en compte la réalité de la situation et de lui donner à dire et à se remémorer la réalité de ce qu'il a vécu pour essayer de le dépasser et de l'intégrer totalement dans son vécu. Et pour celui qui est là dans le « et si » et qui construit déjà ce qu'il aurait pu faire, c'est de le ramener obligatoirement sur la réalité de ce qui s'est passé et de le réintégrer à ça. Est-ce que ces personnes-là, en fin de compte, ont peut-être envie de retrouver peut-être la vie d'avant ? C'est le rêve de tout le monde, à partir du moment où il a été vécu un événement traumatique, quel qu'il soit, que ce soit dans comme le pont de Gênes ou une agression qu'on peut vivre dans la rue. À ce moment-là, ce qu'on voudrait, c'est je voudrais revenir à celui que j'étais avant. Je voudrais ne pas avoir vécu ça, et c'est un petit peu comme si j'avais une gomme magique et je gomme tout ça, quoi. Et l'intérêt réellement d'un travail à ce moment-là et de la prise en compte d'un travail à ce moment-là et rapidement, c'est justement de se dire, ben non, ça existait. Et ce que je vais construire après dans ma vie à moi de vivant, ça va être avec ça, avec cet événement et avec tout le potentiel ça va être un après, que je vais trouver chez moi pour construire avec. Et effectivement, après, il y a une part d'acceptation et une part de résilience qui se... Il y a un mot que tu as dit, c'est le mot rapidement. C'est-à-dire que pour arriver finalement, ce que je comprends, c'est-à-dire que pour que le choc, les informations qui arrivent au cerveau, et si, mais pour éviter d'être obstrué par trop d'informations, trop de mauvais questionnements et de mauvaises directions, il faut agir rapidement pour aider la personne à prendre la bonne direction. Tout à fait. On voit sur ces événements-là, sur ces gros événements, des cellules d'urgence médico-psy, la Croix-Rouge, la protection civile, les pompiers, toutes ces structures-là qui amènent une aide et un soutien psy arriver directement sur le moment de l'événement. Parce que c'est à prendre en compte presque à T0, après le médical bien sûr, et après sur les 7 jours à prendre en compte rapidement, quoi, parce qu'après s'inscrit dans la vie de chacun des situations qui vont être de l'ordre des maladies physiques, de phobies, d'angoisses, de situations psychiques qui vont après être compliquées à mettre en place. Et à savoir qu'à partir du moment où on prend du temps, le « et si » s'installe, c'est-à-dire qu'on commence à tricoter l'histoire de l'événement avec tous ces problématiques intérieures qui, à un moment donné, vont se broder et se mélanger. Il faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on parle des victimes et des personnes impactées de manière directe, et toi tu travailles beaucoup, j'allais dire, avec le corps des sapeurs-pompiers, et c'est-à-dire qu'eux aussi qui sont au cœur même des événements peuvent être choqués. Il y a des gens dans la police aussi, je pense au 14 juillet qui a eu lieu, le fameux 14 juillet à Nice. Moi j'ai un ami qui s'est retrouvé là sous les tentes à être là, et voilà, en tant que policier, en tant que responsable. Et l'après est aussi difficile pour eux. Dans tous ces événements, de toute façon, le corps des pompiers, la police, les infirmiers, les personnes qui venaient
venait chercher les morts et toutes les funéraires, enfin tout les métiers de funéraires, etc. Tous ces gens-là ont été impactés d'une certaine façon, quoi. Et le stress post-traumatique, on en parle aujourd'hui avec ce qu'on vit dans ce contexte-là, où effectivement on est en train aussi de construire des choses un petit peu particulières, mais bon, on ne va pas commencer tu nous en parleras vendredi, et où tu emploies même le mot sexualité, là. Ah oui. Ça y est, on a amené un peu de sourire dans tout ça, quoi. Et je vais revenir à Julien Sandrel, Vers le soleil aux éditions Kalman Levy. Voilà, et en fin de compte, ces questionnements-là, justement, c'est marrant parce qu'on y voit des personnages justement qui sont impactés de manière directe. Tu as trouvé, je trouve, beaucoup de personnages très forts, en tout cas, que tu as mis à l'intérieur. Et ce sentiment de paternité ou de maternité, de protéger l'autre, il y a toujours un sentiment de protection dans ces personnages. Et après, on s'aperçoit que, oui, c'est pas parce qu'on protège qu'on est fort. Finalement, les gens aussi ont des émotions qu'ils cachent, finalement, pour le bien-être des autres aussi, dans ton livre. Oui, alors moi, mon livre n'est pas du tout un livre sur l'après, sur le stress post-traumatique, etc. Donc c'est sur le pendant. Mais ce que je voulais rajouter peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de choses très anxiogènes, je voudrais juste dire que mon livre est un livre très positif et très lumineux, et c'est pour ça que je l'ai appelé Vers le soleil, et j'ai mis en exergue un proverbe maori qui dit « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi », et c'est exactement ce que je voulais raconter dans ce livre-là, c'est-à-dire que parfois quand on est dans un tunnel un peu sombre et une épreuve difficile, de temps en temps il suffit de changer de perspective et de se tourner dans une autre direction pour apercevoir une issue et pour apercevoir la lumière, et là en l'occurrence toute la lumière, c'est notamment la lumière apportée par cette petite fille qui est assez extraordinaire, et puis par la lumière de la Toscane, puisque moi c'est vraiment un lieu que j'ai adoré, donc j'ai essayé, en plus j'ai fini l'écriture du roman pendant le premier confinement, donc j'avais vraiment une furieuse envie de voyage, donc j'ai essayé de donner envie aux gens de découvrir la Toscane et de rendre hommage à cette région qui est absolument merveilleuse. Voilà, donc il y a beaucoup de lumière dans ce roman aussi. Marie-Lise ? Oui, alors je confirme que effectivement c'est très lumineux, et ça j'en doutais pas en commençant le roman, mais là où j'avais un doute dans l'histoire, dans l'issue de l'histoire, c'est que Julien nous a habitués, avec notamment La vie qui m'attendait, nous a habitués à parfois avoir des fins qui n'étaient pas forcément celles qu'on espérait, enfin, des fins un petit peu très émouvantes, on va dire, et qui m'ont fait pleurer comme une madeleine, bon bref. Et donc je craignais qu'il m'emmène encore là, et c'était possible que ça finisse, et on ne sait pas. Mais voilà, j'avais ce doute-là. J'avais ce doute-là pendant tout le roman, voilà, pour avoir lu les précédents, et donc ça me tenait en haleine pendant toute l'histoire, quoi. Précédent, tu le disais, il y a aussi La Chambre des Merveilles aussi, le tout premier aussi. La Chambre des Merveilles, effectivement, qui là aussi, la fin, et alors je ne vais pas bien sûr parler de la fin, mais la fin... elle n'est pas forcément exactement celle à laquelle on s'attend. Donc c'est ça qui est surprenant, et c'est pour ça que quand on lit les livres de Julien, on n'est pas complètement tranquille sur l'issue. La Chambre des Merveilles, justement, qui a été adaptée récemment au cinéma. J'allais dire, ce livre aussi a été adapté dans énormément de pays, je crois 17 si ma mémoire est bonne, mais je dis peut-être une sottise. 26. 26, oh, ah bah oui, je dis une grosse bêtise. 26 pays notamment. Adaptation ciné, c'est un très très beau succès. Et là, le tournage, je veux dire, s'est fait aussi dans la région récemment aussi. Oui, alors le tournage a eu lieu dans différentes régions de France, essentiellement en région parisienne, mais aussi effectivement en partie à Hyères et à Bormes. Et donc le film a été tourné là entre février et mars. Il devait être tourné l'année dernière, mais évidemment avec la situation sanitaire, ça a été reporté. Et il devrait sortir courant 2022. Les gens qui ont fait ce film, donc alors les producteurs sont ceux qui ont fait par exemple La Famille Bélier, qui ont fait plus récemment l'adaptation du livre Petit Pays de Gaël Faye. La réalisatrice Elisa Azuelos qui a réalisé LOL avec Sophie Marceau, ou plus récemment Mon bébé avec Sandrine Kiberlin, et l'actrice principale qui donc joue cette maman qui réalise les rêves de son fils pour essayer de le sortir du coma, c'est Alexandra Lamy, et sa maman est jouée par Muriel Robin. Voilà, donc c'est une formidable aventure. Moi, j'ai eu la chance d'aller assister quelques jours au tournage, et honnêtement, j'ai déjà eu les larmes aux yeux rien qu'en regardant Alexandra Lamy jouer certaines scènes. Voilà, donc je pense que ça va être un film qui, je l'espère, mais je suis très confiant, va réussir à rester sur cette ligne de crête que moi j'essaye de tenir dans mes romans, entre la comédie et le drame, sans tomber d'un côté ou de l'autre, et en restant lumineux malgré les sujets qui sont traités.
Donc voilà, donc j'espère que vous aimerez ce film. Il sortira courant 2022. Bon, en tout cas, voilà, Vers le soleil, Julien Sandrel. Et j'allais dire que c'est peut-être un livre, moi, qui m'a rappelé un film, mais plus par l'émotion. C'est-à-dire que justement, ces liens qui se créent entre Sacha et la petite fille, ça m'a fait repenser à La vie est belle, justement. Et voilà, c'est cette idée que pour un enfant, etc., on va lui rajouter du sourire, du rêve, et vraiment, et c'est comme tu le disais, lumineux, et c'est cette idée. Vers le soleil, aux éditions Kalman Levy. Julien Sandrel, un grand merci à toi, Julien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et puis vivement le 5e, j'ai l'impression, et vivement le film en 2022 de La Chambre des Merveilles. Tout à fait. À très bientôt. Merci bientôt. Christine. Merci à toi. Merci à toi aussi, Marie-Lise. Et puis merci à toute notre équipe en coulisses. Merci à Sébastien, notre réalisateur, et Ilan Lehé. Merci à Théo Sarfati. Et puis aussi à Vincent Jalis, qui est derrière aussi à la régie. Merci beaucoup à tous. À très vite.